L'effet patrimoine, deuxième partie, le débat. On est toujours sur ce match entre assurance vie et PER. On voit que les deux ont rencontrent un grand succès parmi les épargnants français. Alors faut-il les combiner ou les opposer? On est toujours en compagnie de Virginie Bail-Bossire de Corrège, de Catherine Bodno d'Alta Profit. Mesdames, c'est vrai qu'on a vu, c'est vrai qu'un succès qui ne se dément pas, des avantages fiscaux pour les deux enveloppes. Et cette question, effectivement, à quel moment on choisit? Est-ce qu'il faut choisir, Catherine, entre assurance vie et PER Tiens, on va prendre quelqu'un qui nous regarde et qui démarre son épargne, qui peut se poser la question, moi, d'un côté, j'ai des avantages, on les a vus. Quelle enveloppe on va choisir si on n'a pas des montants extraordinaires à mettre? Alors, je ne peux pas vous répondre parce que je ne sais pas qui vous êtes. Bien, J'ai merci, besoin de savoir. J'ai d'abord besoin de savoir qui vous êtes. Oui. Pour pouvoir répondre, ça va complètement dépendre de la situation fiscale, de la capacité d'épargne, de savoir s'il a d'autres liquidités qui sont mobilisables immédiatement. Donc il y a toute une série de questions à se poser avant de pouvoir répondre. Mais si je dois faire une réponse générale, c'est que de toute façon, les deux se complètent très très bien. D'accord. Et ce sont deux solutions très complémentaires. On prend un exemple, s'il y a quelqu'un de plutôt jeune qui démarre la vie active, il a 100 euros à mettre tous les mois, il peut faire 50 euros sur une enveloppe, 50 euros sur l'autre. C'est une bonne idée ou pas forcément? Il peut faire les deux. Après, il faut quand même savoir que sur le PER, l'argent va être bloqué jusqu'à la retraite. Oui. Donc, dans un premier temps, et en général, quand on démarre dans la vie active, on n'est pas tout de suite à des revenus très, très élevés, sauf exception, évidemment. Donc, plutôt choisir peut-être la souplesse dans un premier temps et ouvrir le PER dès que possible. D'accord. Alors, vous nous faites peur là avec le blocage, Virginie. Vous confirmez, il y a quand même des cas de déblocage pour ce PER? Oui, vous avez des cas de déblocage, notamment pour l'achat de votre résidence principale. Alors, des choses plus compliquées. Un peu plus compliquées, le décès, fin de droit au chômage, invalidité, Mais effectivement, on a des cas de déblocage Non, mais ça veut exceptionnels. dire par exemple, pour la résidence principale, qui est quand même l'achat où on a besoin un peu de gratter un peu dans toutes les poches, c'est possible. À ce moment-là, l'argent ne serait pas bloqué. Et c'est vrai qu'il faudrait redémarrer l'effort d'épargne. Sur ce cas ou d'autres, c'est vrai que là, pour l'instant, on a l'impression que le réflexe, en tout cas chez les conseillers en gestion de patrimoine qui sont nombreux à nous regarder, c'est d'abord l'assurance vie et le PER, donc on complément une fois qu'on est lancé finalement dans la vie active. Ben oui, effectivement, je pense que ça dépend vraiment de votre structure patrimoniale et effectivement de votre horizon de placement, de vos disponibilités. Bon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et c'est vrai, quand on démarre, on a plutôt tendance à préconiser l'assurance vie parce que les sommes sont disponibles à tout moment. Oui. Donc, effectivement, c'est un peu plus universel. C'est ce que je disais, c'est plutôt protéiforme. Ça correspond à tous les projets que l'on peut avoir, y compris un projet retraite. Voilà. Tout à fait. On voit des campagnes sur des fonds euros boostés. Oui. Alors en contrepartie, des fois, il faut mettre un certain nombre d'unités de compte. On ne va pas rentrer dans le détail. Et on ne voit pas ce genre de choses sur le PER, Catherine. Ah si. On le voit aussi. Si. Nous proposons des taux boostés sur les PER, sur les fonds euros des PER aussi. Comment ça fonctionne? Et en contrepartie, justement, est-ce qu'il faudra avoir des fonds, actions, obligations? Ça dépend des périodes et ça dépend des conditions posées par l'assureur. D'accord. Mais de même que l'offre financière entre un PER et une assurance vie, c'est quasiment la même. Les fonds euros connaissent aussi des périodes de boost et d'autres périodes où il n'y a rien, avec condition d'UC ou pas. Oui, c'est des contraintes spécifiques, c'est à la décision justement de l'assureur? C'est la décision de l'assureur et ça dépend du contexte de marché et des enjeux aussi de l'assureur. Très bien. Dans le détail, Virginie, alors, c'est vrai que ça va dépendre de quoi? Parce qu'on a l'impression que là, on a presque envie de prendre ce qu'on a fait l'an dernier et puis de le mettre chez le concurrent, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le taux boosté. C'est quoi? C'est une logique de campagne derrière? Alors, c'est pas simplement une logique de campagne. L'objectif est d'accompagner les épargnants dans la diversification de leur épargne, donc avec des investissements plus tournés vers les UC. Et notamment, ça protège aussi la communauté et la mutualité au niveau du fonds en euros, parce qu'on a observé que les épargnants qui ont une allocation mixte euro-UC, les rachats sont moins importants. Et ça, c'est capital pour l'assureur, parce qu'en cas de remontée des taux, on peut avoir des moins-values latentes sur le fonds en euros. Donc c'est quelque chose, effectivement, qu'on va piloter. Bon, il se trouve que sur le PER, contrairement à l'assurance vie, bien que l'assurance vie dans les encours, on a maintenant une
part non négligeable d'OPC. Et c'est vrai que et d'unités de compte, et tout le boost de l'assurance vie est porté fortement par les unités de compte. Mais il se trouve qu'au niveau du Perrin, comme on est sur un horizon vraiment long terme, on a un taux sur les UC qui est extrêmement important, à plus de... Pour nous, on va parler que mais qui pour est nous. Adapté aussi. Qui est adapté parce qu'on a tout un système de désensibilisation et que donc du coup, l'assureur doit moins accompagner, je dirais, le client dans la diversification, et on est sur des encours qui sont beaucoup plus stables. Donc ça, c'est vraiment important parce qu'on est vraiment, nous, sur une gestion long terme. Et donc, nous, on gère aussi du risque derrière. Bien donc sûr. c'est ce qu'on anticipe. Donc ça se trouve, effectivement, c'est une pratique qu'on peut retrouver sur le marché. Mais nous, par exemple, pour l'instant, à ce jour, on ne propose pas de taux boosté sur les Perrins pour cette raison-là, puisqu'on est déjà sur des taux très importants en termes d'UC. Ouais. Je reviens justement à part voilà, on parle des UC et des classes d'actifs, on en parlait dans la première partie, qui sont aujourd'hui largement disponibles. On voit beaucoup apparaître justement du private equity, des actifs réels, des choses, alors là aussi qui devraient être, qui sont réellement bloqués dans la vraie vie, mais qui sont, dont la liquidité est assurée justement par l'assureur, et peut-être pose un certain risque si tout le monde voulait sortir en même temps. Je pense notamment à ce private equity, on en parle beaucoup en ce moment, il y aurait peut-être certains risques, plutôt sur la dette privée d'ailleurs, mais comment vous répondez à cette objection, dire peut-être qu'il y a un risque qui est peut-être mal compris à un moment par certains épargnants? Catherine Bonneau. Est-ce que c'est mal compris par l'épargnant ? Nous, en tout cas, on cherche à lui expliquer au maximum. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est sur des fonds de private equity en assurance vie, effectivement, c'est l'assureur qui assure la liquidité, mais fort de l'expérience, notamment récente sur les SCPI, sur l'immobilier. Sur l'immobilier, souvent, on pose des conditions de sortie sur les fonds de private equity. Donc, par exemple, on ne va pas sortir durant les 4 premières années. Donc, c'est une manière quand même de gérer un peu le risque. Après, il faut que l'épargnant, effectivement, soit informé de ses conditions de sortie à partir du moment où il choisit de mettre du private equity. Ensuite, pour la liquidité aussi, dans les fonds de private equity, en général, il y a une poche de liquidité à l'intérieur du fonds pour le rendre quand même un peu plus liquide, parce qu'effectivement, le cycle du private equity ne correspond pas à un besoin de le rendre liquide en permanence. Ouais. Et du coup, ça peut amoindrir un petit peu la performance si on le compare par exemple à du private equity pur en dehors de l'assurance vie, donc du private equity en direct. Oui, alors je parle private equity, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de fonds sur les infrastructures, voilà, sur la dette privée, on en parlait. On a aujourd'hui toute la galaxie des placements qui est disponible, qui est duplicable du coup en assurance vie, mais c'est vrai qu'il faut aussi en être conscient, tout n'est pas absolument liquide, sauf on disait... évidemment accident, s'il y a décès, là, l'assureur doit s'exécuter. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que les gens sont toujours informés ou est-ce qu'il faut encore faire un effort de pédagogie, Virginie? Je pense qu'il faut continuer à faire un effort de pédagogie parce que c'est quand même des supports très particuliers qui offrent vraiment de belles opportunités de performance. La contrepartie de la performance, bien entendu, c'est le risque. Là, le risque d'illiquidité. Et je pense qu'il faut bien informer parce que comme toute UC, vous avez un risque en capital, mais je pense aussi que l'assureur doit finement sélectionner les fonds pour réduire au maximum ce risque en capital par la qualité du support qu'il va intégrer au niveau de son assurance. Et puis après, nous, je vois bien, on a des questionnaires spécifiques pour s'assurer que le client a bien compris les risques et aussi les modalités. Parce que comme expliqué juste avant, il y a quand même des particularités. L'assureur a mis, comme on assure en grande partie cette liquidité, et on peut porter quand même la liquidité pendant 8 mois si jamais il y avait une suspension au niveau, ou plus, au niveau des rachats, c'est-à-dire qu'on ne puisse plus passer l'ordre et que nous, on doit s'exécuter. On a mis en place un certain nombre de garde-fous. Et donc, je dirais, les assurés doivent vraiment en avoir conscience. D'où l'importance d'être conseillé au niveau de cet investissement. Et nous, en général, on plafonne pour s'assurer de la diversification. Oui. Tiens, on débunk, comme on dit aussi, un fantasme peut-être. Aujourd'hui, on entend beaucoup l'État est extrêmement endetté et avec la fameuse loi Sapin, on pourrait les piocher dans l'économie des Français. Alors réglementairement, oui, c'est vrai, c'est dans les textes. Est-ce qu'on y croit? Comment on rassure un petit peu le public là, qui se dit mais moi, aujourd'hui, ces enveloppes, ça me fait un petit peu peur aussi. Il paraît qu'on pourrait me les prendre au-dessus de 100 000 €. Catherine? C'est vrai que la crainte existe et certains clients ont tendance à imaginer
Partir au Luxembourg notamment. Il y a les contrats luxembourgeois qui sont quelque part une solution à cette crainte. Après, sincèrement, c'est vraiment un cas de crise extrêmement fort pour qu'on en arrive là. Donc, on essaie plutôt de rassurer nos clients. On aura d'autres soucis. Mais effectivement, il y en a même qui imaginent avoir plusieurs enveloppes comme ça, en dessous de 100 000 euros pour répartir le patrimoine. Bon, on rassure quand même. On a des assureurs extrêmement solides en France, évidemment, qui font du bon boulot, qui proposent de plus en plus de choses. Et puis, il y a une réglementation qui existe de manière à s'assurer que les assureurs puissent tenir leurs engagements à tout moment. D'où l'importance aussi de regarder les ratios de solvabilité des assureurs, ce qui est un bon indicateur sur leur capacité de pouvoir s'exécuter à tout moment. Et puis, on gère aussi des poches de liquidité. Donc, ça fait partie de notre métier de gérer le risque. Oui. Donc la gestion du risque, on vous la laisse effectivement. On a en tout cas diverses enveloppes à la disposition, que ce soit l'assurance vie, on l'a compris, peut-être pour démarrer le PER une fois qu'on est déjà dans une situation un peu plus établie au niveau de ses revenus. Et puis on rappelle aussi que effectivement, si on a des questions sur son patrimoine, il faut aller voir son conseiller en gestion de patrimoine ou même les bureaux, soit chez Corège, soit chez Alta Profit, qui vous indiqueront la situation la mieux adaptée. En tout cas, on n'oppose pas assurance vie et PER, on l'a compris, ça se combine intelligemment, et puis en ces temps de réforme des retraites constamment repoussées, c'est pas mal de commencer à penser effectivement à sa retraite et à son épargne. Un grand merci à nos experts du jour, Virginie Bailbossi, je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée de Corège, merci à vous. Merci. Et merci à Catherine Bonneau, directrice marketing, offre et communication d'Alta Profit. Merci mesdames, et à très bientôt. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de l'effet patrimoine.